Un mot de sport dans cette édition. Les 23 joueurs du Sili national convoqués pour le match face à la Centrafrique sont connus. Paul Put a rendu public cette liste ce vendredi au siège de la Fédération guinéenne de football. Aucun joueur évoluant dans le championnat national n'a bénéficié de la confiance du sélectionneur guinéen. Pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Sili national affronte la Centrafrique ce 9 septembre à Conakry. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Sans surprise, on retrouve sur cette liste des 23 joueurs convoqués Nabi Yatara, Ernest Seka, Nabi Keita, François Kamano. Les gardiens de but, Kone Ibrahim, de Pau, Ali Keita, Östersund, Suède, Nabi Yatara, Île de Réunion, pour des attaquants, Souma Sedoba, Partizan, Las Bangura, Rayo Vallecano, Kamano, François, Bordeaux, Kanté, José Martinez, Warsaw Legia, Idrissa Silla, Queen's Park Rangers et Kaba Sori Elche en Espagne. Contrairement à ses prédécesseurs, le sélectionneur belge n'a convoqué aucun joueur évoluant dans le championnat guinéen au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il justifie ses choix. Dans cette sélection, j'ai regardé beaucoup l'expérience des joueurs et aussi des joueurs qui ont plus ou moins joué, qui sont dans le championnat et qui ont fait une préparation de au moins de 6-7 semaines avant de commencer le championnat. Paul Put bouge ce vendredi soir pour le Maroc, où le pachyderme national effectuera sa préparation jusqu'au 6 septembre prochain avant de regagner Conakry pour accueillir les Fauves de la Centrafrique le 9 septembre. Ce match du Sili sera le premier dirigé par Paul sur le sol guinéen. Le sélectionneur dit être prêt pour le combat. À Bamako, après la phase théorique, 25 agents des forces de sécurité intérieure et de justice des pays du G5 Sahel, notamment le Tchad, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali, ont suivi du 27 au 31 août à Bamako une session pratique sur la cybercriminalité et preuves numériques organisée par le Collège sahélien de sécurité. Cette session s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Collège pour la stabilité dans les pays du G5 Sahel. Reportage Prima Sogoba. Comment renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans les pays du G5 Sahel? Comment étudier les cas pratiques en lien avec la cybercriminalité? Comment élaborer une bonne stratégie de lutte contre le crime organisé sont entre autres les thématiques développées au cours de cette session. Cette deuxième phase, cette semaine, a été l'objet d'exercices pratiques basé sur des cas concrets, réels, qu'on a adaptés, anonymisés, et qui a permis de faire travailler des magistrats, des policiers, des gendarmes sur la preuve numérique. Confrontés aux nouveaux défis des crimes organisés, cette session a été l'occasion pour les participants de lier la théorie à la pratique. Au fait, cette formation qui vient de compléter une formation préalablement suivie, c'est directement dans le renforcement de la capacité de nos missions de tous les jours. Cette formation a été une occasion de lier la théorie à la pratique. Le Collège sahélien de sécurité joue un rôle important dans la stabilité des pays du G5 Sahel. Ainsi, pour rendre plus efficaces ces opérations, le Collège souhaite la labellisation des formations qu'il organise. Les formations, elles sont qualifiantes. Et je pense que nos stagiaires repartent avec une véritable qualification, de véritables compétences. Maintenant, il faut qu'ils repartent avec une reconnaissance de cette qualification et de cette compétence. Et la reconnaissance, elle passe par la labellisation de nos formations. Nous avons déjà passé un premier cap, puisque l'Université de lettres et de sciences humaines de Bamako reconnaît désormais les attestations et les diplômes du Collège sahélien de sécurité. Et je ne peux bien évidemment que proposer maintenant aux autres pays du G5 Sahel, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, d'en faire de même. Signalons que cette session pratique sur la cybercriminalité et preuve numérique a regroupé 25 agents des forces de sécurité intérieure et de justice des pays du G5 Sahel.
En interactualité, l'extrême droite allemande se rassemble à nouveau à Chemnitz contre la politique migratoire d'Angela Merkel à la suite d'un homicide dans cette ville de l'ex-RDA devenue l'épicentre de la protestation de la droite ultra contre les étrangers et la chancelière allemande suivait. Les tensions continuent à Chemnitz, en Allemagne. Un millier de personnes manifestent à l'appel de l'extrême droite. La mise en cause, la politique migratoire de la chancelière Angela Merkel. Ich sehe Menschen, die benachteiligt werden, Deutsche. Wenn man das sieht, was hier diese Asylanten kriegen, die kriegen Zeug in den Arsch gesteckt. Und das sind Tatsachen, unwiderlegbar. Also mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Ne? Das ist kein Wunder, dass die Leute explodieren. Il y a 4 jours, un Allemand a été tué et 2 migrants, Syriens et Irakiens, sont soupçonnés. Cette ville de l'ancienne RDA est devenue le centre de la mobilisation anti-migrants. Aber das ist ja nur der Anfang gewesen, sprich Anlass. Das, was in der Bevölkerung gärt, ist das schon lange da. Ne? Und Sachsen ist ja dafür bekannt, dass sie Vorreiter sind. Cette fois-ci, aucun débordement n'est enregistré. Lundi, des affrontements entre néo-nazis et militants de l'extrême gauche avaient fait une vingtaine de blessés. Sur un lit aux urgences du CHU de Bassora, au sud de l'Irak, Younes Selim se tient le ventre, intoxiqué par l'eau comme des milliers d'autres Irakiens de la province côtière. Il attend d'être soigné par des médecins en alerte permanente depuis 3 semaines. En cause, l'eau salée et polluée qui détruit tout sur son passage. Suivez. Sur les bords de ces bassins de pisciculture à Bassora, l'une des provinces les plus peuplées d'Irak et la seule à avoir accès à la mer, des centaines de poissons morts pourrissent au soleil. Kazem, un ingénieur agricole, est venu faire un prélèvement pour tester le taux de salinité de l'eau, puisée dans le Tigre qui passe à proximité. Une fois de retour dans la zone de filtrage, le verdict tombe. 12,14 mg par kilo. En temps normal, la salinité varie entre 1 et 1,5 mg par kilo d'eau. Au début de la crise, il y a 1 ou 2 semaines, le taux variait entre 4 et 8,10 dans la localité de Deir. À présent, le taux a augmenté. Nous pouvons donc constater qu'au nord de Bassora, la salinité a augmenté et a atteint un taux très dangereux. Au taux de salinité de l'eau qui ne cesse d'augmenter, s'ajoutent les déchets charriés par le Tigre et l'Euphrate, qui emportent avec eux les eaux usées du pays, ainsi que la pollution de l'industrie pétrolière et celle de l'industrie pétrochimique iranienne voisine. Outre les poissons, l'eau salée et polluée fait aussi des ravages auprès de la population. Depuis le 12 août, plus de 17 000 patients dans la province côtière ont été admis pour des diarrhées, coliques et vomissements. Cet homme a été intoxiqué après avoir bu l'eau du robinet. L'eau en bouteille, elle, est trop chère. On nous avait dit que l'eau du robinet était filtrée, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est de l'eau salée pure. J'en ai bu et ça m'a intoxiqué. J'ai eu des vomissements très forts et des maux de ventre insupportables. Les adultes n'arrivent pas à supporter l'eau, donc imaginez les enfants. Où est le gouvernement? Sont-ils au courant de l'état de l'eau? Le Conseil gouvernemental des droits de l'homme tire à présent la sonnette d'alarme. L'institution plaide pour que la province soit officiellement déclarée sinistrée pour bénéficier de fonds spéciaux et de quotas d'eau douce. La direction de la santé assure quant à elle qu'elle gère la crise, mais s'inquiète d'une détérioration de la situation, voire d'une apparition du choléra. Les conditions qui favorisent le choléra sont la salinité de l'eau, une faible concentration en chlore et la baisse des températures. Vers fin septembre ou octobre, lorsque les températures vont descendre en dessous de 40 degrés, cela favorisera les épidémies de choléra. Cette crise de l'eau sans précédent est aussi due au manque d'infrastructures. Un paradoxe pour la région de Bassora, où se trouvent les plus importantes réserves de pétrole du pays.
Il retourne avec succès une galette de viande pesant plus de 66 kg lors du festival annuel de la grillade à Leskovac dans le sud de la Serbie et bat le record du monde du plus grand hamburger serbe connu sous le nom de Plejeskavica. Suivez. C'est un record mondial qu'il tente de battre. Celui du plus gros Plečkavia, le hamburger serbe. Le défi est relevé. Ja sam izuzetno srećan što ste sami vidjeli da je oboren jedan rekord, napravljena je najveća pljeskavica na svetu od 66 kg i 100. Vidjeli ste sami da je to izuzetno teško uraditi, da treba velike spretnosti i znanje da se ovo uradi. Ce record, il l'a battu dans le cadre du festival de la grillade qui a lieu chaque année à Leskovac en Serbie. C'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur Espace TV.